Merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravie d'être accueillie et je vais parler pendant à peu près 3/4 d'heure et pour laisser le plus de temps possible aux questions. Simplement, si vous avez des questions plus d'ordre technique, d'explicitation un petit peu, n'hésitez pas à me faire un petit signe en cours de présentation parce que sur ces sujets-là, parfois, on oublie un peu que tout le monde ne part pas avec le même bagage ni le même type de spécialité. Donc voilà, c'est une présentation qui s'appelle Vivre avec l'algue verte vers une socio-anthropologie des changements environnementaux. Et donc les recherches dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des recherches que j'ai menées à l'occasion de mon doctorat en anthropologie sociale, donc qui s'est déroulé entre 2010 et 2014, mais que j'ai poursuivi ensuite. On ne se défait pas facilement des algues vertes qui restent un petit peu collées à la peau. Et puis j'ai l'occasion de revisiter les terrains sur lesquels j'ai travaillé à l'occasion d'un nouveau projet de recherche, les revisiter sous un angle un petit peu différent, qui est celui des relations complexes qu'entretiennent l'agriculture et les espaces littoraux. Merci beaucoup. Voilà, donc en fait, c'est gentil. J'ai même des réserves d'eau parce que vous le constaterez peut-être, je suis grippée. Et donc mon élocution va être un petit peu compliquée à certains moments, donc il me faut de l'eau. Alors, après une brève introduction, je vais rappeler mes questions de recherche à cette occasion-là et puis présenter mes 3 terrains d'enquête. Je vais présenter mes résultats en 2 temps. Alors, une première série de résultats qui concerne l'expérience du changement, l'expérience vécue du changement environnemental. J'ai appelé ça les algues vertes, compagnes indésirables de la modernité et problèmes publics. Et puis une deuxième série de résultats où je vais essayer de décrire comment s'articule dans l'expérience sociale la violence des faits, de la confrontation à une catastrophe écologique ou en tout cas à un dommage de ce type, et le regard porté sur un territoire et sur ses habitants. Pour conclure, je reviendrai sur l'intérêt du cas étudié de façon un peu plus large et je vous présenterai un résultat un petit peu général qui est du coup ce que j'ai pu tirer de cette expérience de recherche en termes d'analyse des processus d'écologisation des sociétés. Alors, lorsque j'ai débuté cette recherche, les habitants des baies bretonnes qui étaient les plus anciennement touchés par les marées vertes vivaient déjà avec les proliférations depuis une 40aine d'années. On le voit ici au travers des archives familiales de Raymond, qu'on voit ici tout à droite, qui est un habitant de la baie de Lannion, un riverain donc de la Lieue de Grève, donc sur la commune de Saint-Michel-en-Grève. Dans les années 1950, c'est la première photographie, on a de petites paillettes vertes. Alors évidemment, la photo est en noir et blanc, mais Raymond nous certifie qu'elles sont vertes, qui parsèment à la belle saison la plage que Raymond fréquente. Et les ulves, puisque c'est d'elles dont il s'agit, les ulves se plaisent dans cette baie, mais les nutriments que leur apportent les cours d'eau sont encore en quantité assez limitée. Et donc, c'est un frein à leur croissance et on les remarque peu. Et ce que nous dit Raymond, c'est qu'elles ne portaient pas de nom. On ne les appelait pas. Et avec le regard, je dirais, rétrospectif, il dit comme ça, elles n'avaient pas à venir. Et là, il rit. Deuxième photographie, on voit là Raymond en 1961 qui pose adulte sur sa terrasse. Et derrière, on est au mois de juillet. On a une marée verte, on la voit bien, mais d'ampleur relativement modeste pour cette baie. À cette époque, se négocie dans un contexte de mobilisation paysanne et puis de fort engagement des élites régionales pour la modernisation de la région, un plan de modernisation de la Bretagne. Et la préoccupation majeure, c'est de mettre un terme à l'exode rural, première chose, et puis de faire sortir la région de ce qu'on appelle volontiers à l'époque l'archaïsme, en tout cas la pauvreté. Et pour ce faire, l'idée est de développer massivement l'élevage, parce que la main-d'œuvre est abondante et qualifiée, avec des procédés modernes qui soient peu consommateurs d'espace. Le remembrement agricole a commencé sur ces communes-là, et on a une circulation plus rapide de l'eau du champ jusqu'à la rivière et puis jusqu'à la mer. Et c'est une eau qui est de plus en plus riche en composés azotés. Troisième photographie, vous voyez là les enfants de Raymond, donc on change de génération. Ils jouent à la fin des années 1970 dans les algues en suspension dans l'eau et ils en décorent leur château de sable. Donc à l'époque, il n'est pas question de danger associé aux marées vertes. Les algues vertes sont devenues un élément familier du paysage, de la vie quotidienne des habitants.
Alors elles sont massives, ces marées vertes, elles sentent très mauvais. Et la petite station touristique de Saint-Michel-en-Grève, que vous connaissez peut-être, commence à décliner tout doucement. Et ces élus attribuent ce déclin au phénomène des marées vertes. Le lien avec l'agriculture intensive n'est pas encore identifié. Ce sera le cas quelques années plus tard. Le modèle général de développement des marées vertes sera alors élaboré, donc on est au milieu des années 1980, par deux chercheurs de l'IFREMER, donc vous connaissez peut-être puisqu'ils travaillent ici. En tout cas, il y en a un des deux qui est parti en retraite, mais l'autre est toujours très actif. Dernière diapositive, on voit ici Raymond qui me montre au printemps 2011 ses archives donc privées, et il me raconte son histoire. Et ces archives, les événements de l'été 2009 les ont rendues particulièrement précieuses, puisque le débat s'est déplacé sur le plan de la santé environnementale et que le Premier ministre, donc à l'époque François Fillon, a fait sa rentrée politique à Saint-Michel-en-Grève. Et les controverses sont devenues si vives, les enjeux politiques si importants, que tout ce qui permet de faire preuve prend un relief nouveau. Tout ceci pour vous amener aux quelques questions qui ont guidé mes recherches sur les marées vertes. L'idée générale, c'est d'essayer d'explorer ce que certains auteurs, comme Bernard Kalaoura, appellent l'expérience écologique à partir des mondes vécus et de l'expérience des habitants. Derrière cette exploration, il y a trois enjeux scientifiques. Le premier enjeu, c'est une question d'ordre anthropologique. Est-ce que sur la période contemporaine, on observe une redéfinition des responsabilités qu'ont les humains vis-à-vis des entités non humaines, et particulièrement des entités dites naturelles? Et si oui, si ces responsabilités sont reformulées, jusqu'à quel point? Une deuxième question qui est plus sociologique: comment ces changements écologiques s'inscrivent-ils dans l'expérience sociale des habitants? Quel sens ils leur donnent au travers de leurs attachements, de leurs appartenances et de leur inscription dans un territoire? Et puis, troisième question, qui est d'ordre plus méthodologique: comment faire pour explorer cette expérience complexe dans toutes ses composantes? Méthodologiquement, c'est un défi. C'est dans cette perspective-là que j'ai inscrit mes recherches, et c'est ce que j'ai appelé une socio-anthropologie des changements environnementaux, qui doit être attentive à la fois aux catégories endogènes, c'est-à-dire aux catégories de pensée et d'action que déploient les habitants eux-mêmes ou les personnes elles-mêmes, et aux discontinuités qui affectent leur trajectoire de vie et les trajectoires des groupes sociaux auxquels ils appartiennent, dans une approche qui soit pragmatiste. Alors j'entends ici pragmatiste comme centrée sur l'observation des activités des acteurs sociaux, et compréhensive, peut-être par opposition à une posture peut-être plus critique d'entrée de jeu. L'idée, c'est de dire sur des questions socialement vives, et éventuellement dans le cas d'espèces controversées, pour avoir accès à l'ensemble de l'expérience des habitants, il faut partir d'une posture non jugeante, non surplombante, pour pouvoir recueillir avec le même niveau d'attention et traiter avec la même rigueur l'ensemble des discours extrêmement contrastés, vous l'imaginez, qu'on peut recevoir. Donc pour faire ce travail, je me suis fondée sur deux points d'appui: la sociologie des épreuves et des médiations, et la méthode de la description ethnographique. Alors la présentation des terrains d'enquête, je les ai choisis, ces terrains d'enquête, en fonction de la diversité des profils qui représentent, du point de vue de l'histoire du phénomène, du point de vue également des caractéristiques des systèmes agricoles qu'on y trouve et des dynamiques sociales. Vous voyez là donc les trois terrains d'enquête, c'est la baie de Lannion, la baie de Douarnenez et la baie de la Forêt. Donc tous terrains qui doivent être, je pense, assez familiers pour les uns et les autres. On n'est vraiment pas loin d'ici. En baie de Lannion, on a des échouages anciens et massifs. Saint-Michel-en-Grève, ça a souvent été appelé la capitale des algues vertes, à leur grande dame. L'élevage qui se pratique là-bas, c'est un élevage laitier avec une forte composante herbagère, donc il n'y a pratiquement pas d'élevage hors sol au sens confiné. C'est un lieu de mobilisation politique, professionnelle et militante très important, et c'est aussi le lieu où se sont déroulés plusieurs accidents, notamment le fameux accident du cheval sur lequel on reviendra. En baie de Douarnenez, on est sur un terrain qui est très touché également par les proliférations, mais qui est moins connu pour ça. Les échouages sont assez anciens.
Ils datent de la fin des années 70, mais ils sont plus dispersés sur le littoral. On a un élevage hors sol dominant avec des terres très fertiles. Souvent, on appelle ça le Léon de la Cornouaille. Et c'est un territoire emblématique de la modernisation agricole, donc avec une très forte structuration des intérêts agricoles et des liens très étroits entre les élus locaux et les syndicats majoritaires. Troisième terrain, la baie de la Forêt. Donc là, on est sur la Riviera finistérienne. Des échouages plus tardifs, donc on est au milieu des années 1980. Ils sont massifs, mais ils sont très localisés sur 2 plages. On est sur un territoire qui est lui emblématique plutôt du développement touristique, du tourisme balnéaire, avec une forte segmentation de l'espace et des activités agricoles qui se sont retrouvées reléguées dans l'arrière-pays assez tôt en fait. Donc on va dire au tournant des années 60, quand la révolution agricole a lieu, quelque part, cette partie-là du littoral a déjà basculé dans une autre forme d'économie, plus résidentielle, plus tournée vers le tourisme. Alors venons-en maintenant aux résultats. Alors dans cette première série de résultats, je vais essayer de vous montrer comment les marées vertes s'inscrivent dans l'espace politique local et vont devenir un problème public. Alors, premier volet, j'ai appelé ça une publicisation sous contrainte. Pour observer cette dynamique d'avènement d'un statut de problème public, je suis partie de l'analyse des délibérations des communes touchées par les marées vertes dans les 3 baies dont je vous ai parlé à l'instant. C'est une méthode très simple, mais exigeante en temps. Vous voyez, ça représente le corpus de base, il est, bon, je ne l'ai pas décompté, mais je pense qu'on est à peu près à 15 000 délibérations peut-être, et le corpus final que j'ai analysé, c'est 1700 délibérations. Donc c'est un gros boulot, vous vous en doutez. Là, vous voyez la première délibération très connue de Saint-Michel-en-Grève qui évoque justement le sinistre des marées vertes en 1971. Donc le principal intérêt de cette méthode, c'est de reconstituer l'histoire environnementale d'un territoire, de prendre en compte et de comprendre comment les marées vertes ont été abordées au fil du temps par les acteurs politiques locaux, et aussi de saisir quelque chose de leur sensibilité vis-à-vis du phénomène. Sensibilité qui, entre 1970 et 2014, a évidemment, vous en doutez, évolué. Et donc ce travail, il permet une comparaison en fait, des 3 baies étudiées. Et voilà à quoi ça aboutit. Alors c'est un schéma dont j'ai un peu honte parce que esthétiquement, il est catastrophique. Je vais essayer de vous l'expliquer bien et quand j'aurai un petit peu de temps devant moi, je le referai. Je me dis ça à chaque fois que je le présente. Alors, le premier niveau de lecture de ce schéma-là, c'est de regarder à l'échelle de chacune des baies. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des profils homogènes. C'est-à-dire que, alors peut-être, excusez-moi, je vais vous expliquer comment le lire déjà. En abscisse, vous avez donc l'écoulement du temps, ça c'est facile. En ordonnée, vous avez chacune des communes étudiées regroupées par baie, avec la carte correspondante. En vert, vous avez la date probable d'apparition du phénomène. En rouge, vous avez la date de la plus ancienne alerte recensée, d'où qu'elle émane. Donc ça peut être la presse, ça peut être une autre source écrite ou orale. Et vous avez en noir la première délibération qui a trait aux algues vertes. Donc vous voyez qu'à certains endroits, c'est pratiquement concomitant, mais à d'autres, il va y avoir un moment d'alerte qui va être complètement dissocié d'un discours politique sur les marées vertes qui vont intervenir plus tard. Et puis le dernier symbole qui est utilisé, c'est ces espèces de polygones, donc c'est des octogones. Non, violet. Et donc c'est ce que j'ai symbolisé comme ça, les délibérations qui problématisent le phénomène. Alors qu'est-ce que ça veut dire problématiser le phénomène? Ça veut dire émettre des hypothèses, proposer des interprétations, envisager des voies de sortie de ce problème-là. Donc c'est d'une certaine façon questionner le phénomène de façon approfondie dans toutes ses implications. Donc vous voyez que là encore, il peut y avoir un certain décalage. Alors, donc je vous disais, premier niveau de lecture, à l'échelle des baies, on voit que globalement, les communes sont relativement en phase les unes avec les autres à l'échelle de chacune des baies. Elles ont tendance à délibérer en même temps dans un même espace géographique. Avec 2 exceptions qui se dégagent. Il y en a une, c'est Concarneau, là, vous voyez en haut, en baie de la Forêt, qui va problématiser
plus tôt que les autres et délibérer plus tôt que les autres de façon générale. Et l'autre exception, c'est Ploévin. Donc c'est une petite commune, pour ceux qui ne connaissent pas, de riveraine du fond de la baie de Douarnenez, qui là est également très décalée, puisqu'elle est la seule, quelque part, à problématiser le phénomène. C'est ça que ça veut dire dans des délibérations, donc dans des documents officiels écrits. Voilà, vous voyez, on voit se dégager Concarneau et Ploévin. Alors ces deux cas, ça m'a permis d'identifier en fait des personnalités politiques qui réalisaient une médiation entre l'espace politique local et le monde scientifique. Et c'est parce qu'ils sont rentrés directement en relation avec des chercheurs qui travaillaient sur les causes du phénomène que les élus de ces communes vont intégrer les algues vertes dans une réflexion sur la qualité de l'eau et sur l'origine des pollutions plutôt que les autres, d'une certaine façon. Alors le deuxième niveau, voilà, donc là voilà, il y a des logiques de territoire assez marquées. Le deuxième niveau, c'est la comparaison des phases de problématisation entre les baies, donc les polygones violets là. Les profils de baies, là, pour le coup, ils sont très différenciés. C'est-à-dire qu'on a une baie de la forêt, là-haut, qui va se caractériser par une phase unique de problématisation qui intervient à la fin des années 90. Avant, il n'y a pas ce type de questionnement qui est explicité, en tout cas, au niveau local, si on met de côté Concarneau. En baie de Douarnenez, c'est silence radio. C'est-à-dire que j'ai arrêté ma série à 2010-2011, on ne trouvait rien, aucune délibération qui problématise le phénomène dans toutes ses implications, à part voilà, ce cas de Ploévin sur lequel je vais revenir ensuite. Et le troisième profil, c'est celui de la lieue de grève, donc la baie de Lannion, et ça se caractérise là par 3 phases homogènes de problématisation très denses, dont 2, qui sont celles qu'on ne trouve pas ailleurs, ces deux-là, sont associées en fait à une expérience locale du phénomène qui est extrêmement douloureuse. La première fois, c'est l'impossibilité de continuer à accueillir les touristes. Tout le monde est parti, 1971, qu'est-ce qu'on fait devant notre plage verte et vide? Et la deuxième, ici, enfin du coup la troisième, c'est l'accident du cheval et ses suites. Alors, troisième niveau de lecture, le regard d'ensemble, c'est qu'on voit un décalage très important, en fait, entre le moment de l'apparition du phénomène, le moment des alertes, le moment de la délibération et le moment de la problématisation. Il n'y a pas du tout de coïncidence là-dedans. Donc on voit que même un changement écologique qui paraît si évident que celui-là, c'est un construit social et politique. On remarque aussi qu'on a une phase de problématisation qui est commune à 2 des baies. Vous voyez là, c'est celle que j'ai surlignée en bleu, donc la baie de la Forêt et la lieue de grève. Et alors ça correspond à quoi? Ça correspond à la mise en place de cadrages externes. Ces cadrages externes, ils sont de 2 ordres. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les premiers programmes régionaux de lutte contre les algues vertes. Donc du coup, on va avoir une forme d'injonction institutionnelle et de dialogue interinstitutionnel avec les communes qui va se mettre en place pour mettre en place donc des actions de lutte. Donc ça correspond au moment, de fait, de l'intégration dans la gouvernance de la qualité de l'eau du problème des marées vertes. Et de façon moins directement visible, et ça moi je l'ai découvert en lisant les délibérations, ça correspond à un moment particulier de la vie des conseils municipaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la circulaire Voynet-Le Pin-Sec. C'est vieux, hein, c'est une circulaire de 1998 dont l'objectif était un peu, avec les alertes nombreuses qui étaient lancées notamment par Eaux et Rivières de Bretagne, qui était de dire, attention, on ne sait pas du tout quel est l'effectif animal en Bretagne, tout le monde triche allègrement, ça a évolué extrêmement rapidement et les chiffres qu'on a sont complètement sous-évalués, il faut en avoir le cœur net. Et donc Louis Le Pin-Sec et Dominique Voynet ont construit une forme de compromis en disant, si vous déclarez vraiment vos effectifs maintenant, vous êtes d'une certaine façon amnistiés de vos absences de déclaration antérieures. Ce qui fait que tout le monde s'est mis à déclarer les augmentations d'effectifs animaux déjà existantes. Donc ça s'appelait des délibérations de régularisation-extension. D'accord? Et donc, à ce moment-là, du coup, les conseils municipaux qui doivent donner des avis vont examiner en masse ces demandes de régularisation-extension. Ils vont être confrontés directement à la difficulté de prendre position sur ces dossiers individuels. Quand on est élu local, vous imaginez bien que ce n'est pas facile.
Or, la sociologie des conseils municipaux a changé beaucoup dans les années 90. Et on a maintenant des élus qui ne sont pas agriculteurs, qui sont extrêmement majoritaires, y compris dans les communes très, très rurales. Et ces élus-là vont être confrontés à la fois à la prise de conscience de l'effectif animal présent, mais également au fait que même quand ils ont le courage, entre guillemets, en tout cas, qu'ils font l'effort de formuler des réserves ou des avis négatifs, ces avis sont systématiquement balayés par les services préfectoraux qui, eux, valident derrière par arrêté les extensions d'élevage. Donc c'est un moment de très grande tension et de déchirure au sein des conseils municipaux où les nouveaux arrivants, les nouveaux élus, etc. se retrouvent souvent dans des positions très conflictuelles avec, je dirais, les élus plus historiques. Et c'est donc à cette période que l'espace politique local va se rouvrir aux questions agricoles par le biais de l'environnement principalement. Donc d'abord les nuisances liées aux élevages, ensuite le souci de protéger les captages d'eau potable et enfin les algues vertes. Alors cette analyse, elle nous apprend deux choses. D'abord qu'il y a une longue période pendant laquelle ça va être plutôt des systèmes d'interprétation et d'action locaux qui vont gouverner la prise en charge des marées vertes. La deuxième chose, c'est que dans ce cadre-là, on observe des profils très marqués. On voit qu'en baie de Lannion, finalement, on a un territoire qui est dominé par une forme d'inquiétude environnementale globale. C'est un territoire qui a été touché par les marées noires, par de nombreux projets environnementaux avec des conséquences dommageables potentielles ou réelles. Et donc des formes de mobilisation beaucoup plus importantes qui se mettent en place. Et du coup, un sujet qui devient d'une très très grande vivacité, d'une très grande conflictualité localement. En baie de Douarnenez, on voit qu'en fait, la priorité politique locale, c'est de protéger l'image de l'agriculture conventionnelle. C'est très clairement assumé. Les algues vertes, c'est avant tout un problème parce que ça donne prise à la critique des agriculteurs et de l'agriculture qu'ils pratiquent. Et du coup, ça devient fondamental à partir du moment où la question de la pollution de l'eau en Bretagne devient clivante. Et ça va renforcer cet effet de cadrage et de protection du niveau local qui s'assigne un petit peu cette mission-là. Et puis, en baie de Douarnenez, en baie de la Forêt, pardon, on a une logique vraiment tournée vers l'enjeu du développement touristique. Parler des marées vertes, donc ne serait-ce qu'en parler, c'est risquer la contre-publicité pour un territoire qui investit beaucoup sur la valorisation de ses qualités environnementales, etc. Et donc les marées vertes ne sont pas un problème public en tant que tel pendant très longtemps sur ce territoire, parce qu'on arrive globalement à les ramasser suffisamment. On a des communes plus riches, qui ont des échouages plus circonscrits, et qui arrivent à gérer ça tant bien que mal. Ce qui serait un problème, ce n'est pas les marées vertes, c'est l'association du territoire, de l'image du territoire avec les marées vertes elles-mêmes. Et on voit qu'il y a des moments d'unification, d'alignement par le haut, mais qui font l'objet de traductions locales très, très différenciées. Mais il reste, malgré la richesse de ce matériau, pas mal de zones d'ombre. Alors sur 2 territoires au moins, on a, et je viens de vous expliquer un petit peu pourquoi, en fait, on n'a pas une parole libre dans les délibérations. C'est-à-dire on est sur une parole politique contrôlée. Donc on ne sait pas exactement, en utilisant uniquement cette source, ce qui s'y passe. On ne connaît pas les questionnements des élus, on ne connaît pas la densité du débat local, parce que justement toute cette expression publique est contenue et maîtrisée. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on regarde les choses avec, évidemment, il y a un risque d'anachronisme qui est de regarder avec les yeux d'aujourd'hui cette histoire-là et de porter un jugement sur la façon dont ils ont progressivement pris en charge ce problème-là, sachant que, évidemment, le niveau d'information, la façon dont la vie politique était organisée, etc., les conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc il faut aller voir plus loin pour saisir les dynamiques de publicisation du problème et comprendre quelles étaient les contraintes dans l'affirmation d'une capacité à agir contre les marées vertes. Et on va le faire en suivant la trajectoire d'un ancien maire de Ploévin qui s'appelle Henri, pas en vrai, je vous rassure, et qui donc a eu une trajectoire un petit peu singulière. Alors, lorsque Henri est élu maire au début des années 80, il est dans la vie active et il occupe un poste à responsabilité dans une grande coopérative agricole à laquelle de nombreux agriculteurs, sinon tous,
de nombreux agriculteurs locaux sont affiliés. Le plus gros et le premier dossier qu'il a à gérer est évidemment pour lui les algues vertes. Et il place tous ses espoirs dans les résultats encourageants qui ont montré que les grands marais littoraux de sa commune, qui se situent donc en amont des plages, pouvaient servir en quelque sorte de station d'épuration naturelle. C'est la grande époque du pouvoir épurateur des zones humides. Et qu'en optimisant leur gestion, peut-être qu'il y aurait moins d'algues. On le voit dans ce courrier qu'il adresse au président du Conseil général du Finistère en 86, ça le travaille beaucoup, alors c'est un peu désuet maintenant. Supposez que vous avez la plus belle femme du Finistère, belle dans toute sa nudité, 9 mois par an. C'est un peu sexiste aussi, enfin c'est un peu... le temps d'un enfantement. Et que cette belle femme s'habille des plus horribles vêtements, qu'elle se présente sale, repoussante devant les gens qu'elle devrait accueillir. C'est un désastre, ces algues vertes. On ne peut pas, on ne doit pas rester comme cela. J'ai choisi cet extrait-là parce qu'il montre bien la force de cette émotion qui s'appelle la honte, hein, quand même, et qui va être exprimée par beaucoup d'élus locaux et beaucoup d'habitants des baies riveraines. Alors, voilà. Il va travailler du coup avec les chercheurs de l'Ifremer pour essayer de remettre en fonction, on va dire, cette zone humide qu'est le marais de Kervigin. Donc il va travailler avec des chercheurs qui, par ailleurs, s'intéressent aux problèmes d'eutrophisation. Et il va encourager également des initiatives plus originales, comme celle-là par exemple. Là, on voit un collectif d'habitants qui se mobilise dans les années 90 pour essayer de ramasser les algues vertes en mer déjà, donc avec les moyens du bord, comme vous pouvez le constater. Et donc Henri, il les accompagne aussi, il veut tout essayer. Voilà ce qu'il nous dit. Il faut une recherche tous azimuts. On essaye tout, on est pragmatique, le problème est suffisamment grave pour qu'on ne néglige aucune piste. Et parallèlement, Henri va s'efforcer de défendre une agriculture qui s'inscrive harmonieusement dans le développement local, qui ne fasse pas obstacle à l'activité touristique. Il va défendre une agriculture familiale, il va promouvoir de nouveaux procédés de gestion des effluents, il est un peu dans l'optimisation technique, on va dire, de l'élevage, hein, pas dans une logique de changement de système. Et il va revendiquer l'idée que localement, on peut trouver des solutions à ce problème-là, si on se retrousse les manches. Et puis, ces espoirs vont être déçus. D'abord, les marées vertes vont montrer aucun signe de régression. Bon, c'est déjà un peu dur. Et deuxièmement, dans les instances de bassin versant qui vont se mettre en place à la fin des années 1990, il va voir les relations entre ses collègues élus, ses amis éleveurs et les chercheurs de l'Ifremer se dégrader très rapidement. Ces derniers, donc les chercheurs de l'Ifremer, explique en effet qu'il faut un changement radical de modèle agricole pour espérer un quelconque résultat sur le front des marées vertes. Et alors, après avoir pris des positions audacieuses, parce que déjà dans le Porzay, donc en fond de bête de Douarnenez, c'était déjà extrêmement audacieux d'en parler. Hein, donc il avait pris des positions audacieuses, il avait dit il faut en parler, il faut agir, il faut travailler avec la recherche. Il a dérogé au silence. Eh bien, il va commencer à prendre ses distances. Il va estimer de plus en plus que les scientifiques ne travaillent que dans une seule direction. Donc là, je le cite. Et finalement, donc là, je vous ai mis une délibération de 2006 et puis Henri, là, dans une interview que j'ai eu la chance de faire avec lui il y a 4 ans maintenant, on voit qu'il a une position qui se durcit et qui se referme, en fait, hein, au fil du temps. Ça va de l'ouverture vers la méfiance, l'impression qu'il y a des pistes qui sont laissées de côté, et puis enfin, la mise en cause de la compétence des chercheurs. Et puis du coup, suite à quoi, le silence s'est reconstitué durablement dans le Porzay, hein, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible, c'est-à-dire en gros en 2010-2011. Alors, l'exemple que je vous ai donné de la trajectoire d'Henri, il montre comment s'articule ce travail de médiation qu'il opérait et ce que j'appelle moi l'incomplétude cognitive dans la prise en charge publique de cette question des marées vertes. Henri, c'est une figure de médiateur, il entretient des relations de qualité avec les militants environnementalistes, mais aussi avec les chercheurs, parce que ceux-là, il loue son niveau d'engagement, mais aussi avec les éleveurs, parce qu'il a une expertise zootechnique et parce qu'il a une expertise aussi économique. Mais sur chacun des territoires sur lesquels j'ai enquêté, on a toujours cette figure d'élu-là qui existe. Il y a toujours un Henri, quelque part. Et ces personnes-là, vont chercher à problématiser de façon complète les marées vertes dans toutes leurs implications. Ils vont chercher des moyens de lutte et ils vont chercher à accroître les connaissances pour équiper l'action.
Mais quand l'espace de l'enquête se referme, c'est-à-dire là, comme on l'a vu là, quand les chercheurs de l'IFREMER estiment que le diagnostic est posé une fois pour toutes et qu'on sait tout ce qu'on doit savoir pour agir, eh bien, la présence des scientifiques dans les instances de gouvernance de la qualité de l'eau commence à poser problème et le travail de médiation devient difficile, voire impossible. Et vient pour Henri et ses collègues le temps des choix. Les scientifiques ne sont plus une ressource pour l'action collective à ce moment-là, dans le paradigme en tout cas dans lequel Henri va se situer. Et pourtant, son positivisme va résister. Pour lui, tout problème a sa solution, ça ne s'est pas remis en cause. Et donc l'impasse écologique dans laquelle il se trouve, elle est forcément provisoire. Il va se tourner vers d'autres hypothèses qui sont parfois hétérodoxes, voire franchement scabreuses. Il va mettre en cause la compétence des scientifiques et finalement, il va revenir vers cette idée que c'est seulement l'optimisation technique qui permet de venir à bout de ce genre de problème. Alors, ceux qui s'attellent à la prise en charge des marées vertes, ils sont confrontés à deux épreuves un peu génériques. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les politiques de lutte sont inefficaces? Alors, qu'est-ce qu'on en retire? Qui est responsable de l'échec? Ça, c'est une question que tout le monde se pose et tout le monde se renvoie, évidemment. Deuxième question, c'est quelle est la viabilité du modèle de développement qui a dominé en Bretagne jusqu'à une période assez récente? Et quelle est la capacité, collectivement, que les acteurs ont à l'infléchir à partir d'une action locale? Vous savez sûrement qu'on est sur un modèle qui est pratiquement entièrement tourné vers l'exportation, donc complètement inséré dans des flux internationalisés. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'une action locale? Et la troisième chose, c'est est-ce qu'on peut le prendre en charge par le biais d'une gouvernance partagée dans un espace démocratique? Est-ce qu'on peut se parler sans se tuer? Deuxième type d'épreuve, c'est la densification cognitive des politiques publiques environnementales. C'est-à-dire qu'en fait, le périmètre de ce qui peut ou ne peut pas faire partie des connaissances et des savoirs légitimes va se négocier en permanence. Donc on n'a pas des savoirs scientifiques qui vont être protégés de la mise en cause par leur rigueur ou par un certain nombre de critères qu'on peut, nous, avoir en tête. Et le processus de prise en charge du problème va conduire les acteurs sociaux à ordonnancer les connaissances en fonction des prises qu'elles offrent à l'action, c'est-à-dire de leur capacité à la fois à produire du consensus et à équiper l'action. Et puis le deuxième point, c'est que parallèlement, on a une quête multiforme de l'objectivation des processus naturels. C'est-à-dire qu'on a une demande de science qui s'exprime malgré tout très fortement en permanence et qui déborde en permanence ce processus de sélection. Il y a toujours un flux d'arrivée de connaissances nouvelles. Et le projet d'un contrôle sur la nature, qui est souvent réaffirmé dans le cadre des délibérations communales ou des témoignages d'élus, se trouve à la fois du coup fortement réaffirmé et invalidé à chaque fois que le phénomène réapparaît en avril, mai, juin ou parfois juillet. Donc voilà, je vais pas insister là-dessus, je vais simplement vous dire que ces épreuves-là dont on parle, ça touche évidemment à la fois les individus, les groupes sociaux et les institutions. On l'a vu très clairement là sur l'institution communale et sur la recherche également. Et ce que fait apparaître fortement la trajectoire d'Henri, c'est cette tension, là c'est un peu du jargon d'anthropologue, mais enfin, une tension entre iconicité et indicéité, c'est-à-dire qu'à la fois, on a un dédoublement du problème. C'est-à-dire qu'à la fois, il dit quelque chose, il paraît dire quelque chose de ce qui se passe ici et maintenant, c'est-à-dire il paraît révéler quelque chose de ce qui se passe ici et maintenant et qui a l'air un peu pourri, si vous me passez l'expression, et en même temps, ça devient un symbole qui dépasse très largement les enjeux et la situation locale. Donc on a à la fois une dimension symbolique et une dimension de souillure inscrite sur un territoire. Alors deuxième volet, ça va? Je ne vais pas trop vite? Non? Alors le deuxième volet, c'est le changement environnemental comme expérience sociale. J'ai appelé ça donc entre violence des faits et violence des regards. Et on va commencer par la violence des faits et des regards réunis. La mort de Sir Glitter dans l'estuaire du Rosquat le 28 juillet 2009. Donc Sir Glitter est donc un cheval pur sang. Donc Sir Glitter, c'est marrant la couverture presse. Sir Glitter, il n'y a que le Figaro qui précise le nom du pur sang.
Alors, donc il y a en matière d'algues vertes un avant et un après cheval. Et ça, les acteurs, quelle que soit leur différence, le reconnaissent tous. Il s'est passé quelque chose. En juillet 2009, donc ce cheval et puis son cavalier se sont enlisés dans un petit estuaire sur la lieue de greffe, donc celui du Rosquat, et le cheval est mort d'un œdème pulmonaire aigu. Et le cavalier a été sauvé. Il a été extrait, il était inconscient, il a été extrait in extremis, semble-t-il, du mélange d'algues pourrissantes et de vases par l'entrepreneur qui était justement en train de ramasser les algues vertes. Et donc, par chance, ce monsieur-là était à proximité. Et à l'occasion de cet accident-là, le phénomène a acquis une visibilité sans précédent. Vous vous en souvenez sûrement, parce qu'il y a eu une très grosse couverture presse. Moi, j'ai fait des calculs sur Factiva. C'était multiplié par 10, en fait, la couverture presse algues vertes entre l'avant et après cheval, quoi. Et donc, pourquoi une question de santé publique se trouve posée, on peut dire pour la première fois, vis-à-vis des algues vertes. L'hydrogène sulfuré qui émane des algues en décomposition est directement mis en cause, et donc certains acteurs vont dire les algues vertes tuent. Les médias nationaux ont massivement relayé cela, et c'est devenu un événement. Et puis l'État, et ça c'est la conséquence directe, qui était auparavant largement absent de la lutte contre les marées vertes, va affirmer au plus haut niveau la nécessité d'une part, mais aussi la possibilité d'en venir à bout assez vite en fait. Et donc la portée de cet accident a été considérable dans la région, et ça peut être analysé évidemment sous bien des angles, mais là j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui ses effets sur les mouvements environnementalistes. Alors pourquoi avoir choisi les associations environnementalistes ? Parce que souvent ils sont considérés comme les grands gagnants de cette affaire-là. Et on va voir que c'est plus compliqué que ça. Alors l'action de deux associations costarmoricaines, donc pour ne pas les nommer Alto Marée Verte et Sauvegarde du Trégor, pour faire reconnaître le danger sanitaire, avait commencé bien avant cet accident du cheval. Elles étaient plus que prêtes à s'en saisir. Et donc la mort du cheval, du coup, elle est apparue pour les acteurs locaux qui connaissaient bien ces associations-là, comme une espèce de coup de génie, voire de manipulation de la part de ces associations. Et notamment, c'était le cas de la part des éleveurs et de gens qui étaient proches du milieu agricole. Là, je vous ai mis deux citations. Antoine, c'est le sauveteur du monsieur accidenté. Et alors, il est embêté, Antoine, parce qu'il lui manque 1 minute pendant laquelle il n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu l'accident. Il a vu le monsieur arriver avec son cheval près de la rivière, et ensuite il est allé le sauver. Mais il n'a pas vu vraiment l'accident. Et malgré le fait qu'il est l'observateur, le témoin le plus proche de cet accident, il est plus sûr de ce qu'il a vu, tellement pour lui, tous les gens autour de lui, pour eux, c'est un coup monté. Alors évidemment, tous les gens autour de lui, ce n'est pas tout le monde. C'est ses amis agriculteurs, ses amis gendarmes, etc., toutes les personnes qui fréquentent au quotidien et qui étaient sur cette position très majoritairement, il nous dit 99%. Voilà. Et puis, deuxième exemple de témoignage, quand j'ai vu Fillon arriver dans les Côtes d'Armor pour un cheval crevé, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est mort. D'abord, j'y ai pas cru, je pensais qu'il y avait d'autres priorités que celle-là en France aujourd'hui. Et donc après, la suite, le cheval, les sangliers, enfin, ça n'a fait que remuer la merde. Voilà. Donc, témoignage d'éleveurs du Porzay. Ce n'est pas des témoignages outranciers, c'est la tonalité un peu générale, quoi. Et donc c'est une victoire un peu suspecte d'une certaine façon. Ce changement d'échelle rapide lié à la pression médiatique donne l'impression d'une disproportion et d'une espèce de machinerie infernale bien huilée, quoi. Et pourtant, ce déplacement de la problématique des algues vertes vers le champ sanitaire, avec la mise en avant du côté puant, dégoûtant, gluant, etc., pourrissant, a beaucoup perturbé certains militants écologistes et révélé de profondes divisions entre les associations. La grande association aux rivières de Bretagne, qui a la première dénoncé le phénomène au début des années 80, est très divisée. Pourquoi ? Parce que ces administrateurs, ils ont travaillé depuis les années 80 de façon très patiente pour essayer de vulgariser les études scientifiques, de mettre en évidence les dommages environnementaux du productivisme agricole. Et du coup, essayer de monter en généralité à partir d'un fait divers les dérange beaucoup. Pour eux, c'est un peu régressif quelque part, quoi. Donc ils ne sont pas trop d'accord avec ça pour une bonne partie d'entre eux.
Et ils risquent, en fait, ils ont l'impression que cette logique un peu NIMBY, elle va se substituer à ce long travail d'éducation scientifique et de problématisation qu'ils ont essayé de faire depuis une trentaine d'années. Et lorsque France Nature Environnement lance une campagne nationale pour relayer ce message, le conflit va devenir ouvert au sein de l'association. Donc cette campagne, finalement, elle n'a jamais été affichée, mais ça a été fait indépendamment du dialogue avec les associations bretonnes de protection de l'environnement, et ça a été du coup un moment de très grande crise dans leur sein. Et puis on a un autre point qui pose de gros problèmes, c'est qu'en fait, autour des marées vertes, sur les baies touchées, il y a de nouvelles associations qui se créent et qui vont prendre le danger sanitaire comme porte d'entrée pour alerter et pour mobiliser. Et d'autres associations déjà existantes ont changé de mot d'ordre et de priorité de lutte. Et là, on voit qu'il y a des divisions qui vont s'accentuer sur le terrain entre des associations qui pourtant partagent énormément d'éléments d'histoire. On le voit ici donc en baie de la Forêt. Donc il y a deux associations qui partagent la même histoire, créées la même année sur des communes voisines pour défendre, pour empêcher le même type de projet, à savoir en gros la marinade pour la forêt, qui vont évoluer à ce moment-là de façon complètement divergente sur cette question des marées vertes. Le bureau de l'Une va s'investir corps et âme dans les pratiques de surveillance des élevages et la mesure des taux d'hydrogène sulfuré. Donc là, vous voyez un administrateur de cette association qui se trouve dans la station de compostage d'algues vertes donc qui s'appelle Quérambris, là, à Fouesnant. Donc là, ça ne se voit pas parce qu'il y a un problème de lumière sur ma photo, mais il est 11 h du soir. Et donc, ils ont escaladé, et moi aussi, pour rentrer, prendre des photos, faire des mesures, etc. Donc là, on voit le jus, en fait, de compost, là, qui coule. Et donc, ils sont avec des détecteurs d'hydrogène sulfuré. Et là, vous voyez un administrateur de sauvegarde du Trégor qui est descendu exprès des côtes d'Armor pour leur montrer comment on se sert de ça. Et puis, de l'autre côté, voilà une voie très différente, celle de Christian. Le bureau de l'autre association, sur la commune voisine, va radicaliser son discours d'attachement au monde paysan, avec qui ils vont revendiquer une proximité de sensibilité et une communauté d'intérêt. Le paysan est un rempart contre le bétonnage des côtes et il doit être toujours protégé de la critique, quelle qu'elle soit. Et pour cela, le lien entre activité agricole et algues vertes peine encore à s'établir. J'ai eu de très longues discussions avec eux où pour eux, il n'y a aucune preuve qui a été apportée tangible du lien entre l'activité agricole et les marées vertes. Vous voyez la citation, notre association a toujours été prudente dans son approche du phénomène. Certaines associations ignoraient le monde agricole. La doctrine, la nôtre, sous-entendu, c'est tant que les agriculteurs seront là, la tentation d'artificialisation sera moindre. On préfère qu'ils soient là, on ne peut pas défendre tout. Les associations vont aussi s'opposer sur les méthodes de lutte. Eau et Rivière, avec ses longues années d'expérience sur le dossier de l'eau potable notamment, va être réticente à organiser de grands rassemblements. Parce que pourquoi? Elle pense qu'en fait, ça suscite un raidissement de part et d'autre et qu'au final, c'est des jeux à somme nulle, quoi. Et donc, ils ont peur à la fois des violences, du raidissement, du fait que les agriculteurs ne se mettent plus autour de la table pour négocier dans les instances de gouvernance de l'eau. Et finalement, ils ont peur aussi qu'on parle davantage des conflits que du fond des dossiers, ce qui serait une mise en symétrie assez classique au niveau médiatique, mais qui du coup nuirait à la mise en avant du fond. Mais les associations locales de lutte contre les marées vertes, elles pensent qu'il faut mobiliser le plus possible l'intérêt des médias avant qu'ils changent de sujet et créer encore et toujours l'événement. Car toutes les autres formes de lutte ont échoué, on le voit, puisque rien n'a bougé après 40 ans. En tout cas, c'est leur point de vue. Et donc en 2010 et 2011, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il va y avoir des rassemblements symétriques d'agriculteurs et d'écologistes, c'est très schématique, on pourra en reparler, mais en tout cas, qui vont avoir lieu le même jour, au même endroit, en septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine. Donc là, je vous ai mis 2 photos des rassemblements symétriques à Sainte-Anne-la-Palud. Et ces rassemblements sont pour plusieurs adhérents d'associations que j'ai rencontrés, des épreuves particulièrement délicates à gérer. C'est le cas de Nadia, qui ne sait plus à quelle manifestation aller, et qui va se trouver prise entre des attachements contradictoires. Et voilà, elle nous dit « je trahis tout le temps, je suis lâche ». Et où que j'aille, j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui n'est pas honnête. À Sainte-Anne-la-Palud, donc en 2010, elle va défiler sur la plage, mais par contre, elle va toujours garder le regard sur les paysans qui, de loin, observent le cortège. Et à Fouesnant, l'année suivante, elle décide de ne pas défiler et de rester aux tâches techniques d'organisation, elle reste dans la cuisine.
Et puis l'année d'après, ben, elle va démissionner. C'est le moment de la crise agroalimentaire qui se déclenche de façon massive. Et là, on va avoir des associations qui vont rester sur cette opposition entre l'empathie vis-à-vis des salariés de l'agroalimentaire ou la conviction profonde qu'on est arrivé au bout du bout d'un système dont il faut hâter la fin. Je bois un petit coup, excusez-moi. Donc les marées vertes, elles sont devenues bonnes à penser, je dirais, au terme d'un processus assez heurté. Et la complexité des rapports qu'on veut entretenir les associations environnementalistes et leurs militants à la cause des marées vertes n'apparaît pas forcément quand on les voit défiler ensemble sur les plages ou ailleurs. Mais il faut observer ce que les slogans vont donner à lire derrière le nom aux marées vertes et qu'il existe une pluralité de visions et entre en tension des attachements, on l'a bien vu avec Nadia. Et sans insister lourdement, on peut dire que l'enquête ethnographique a conduit assez rapidement à déconstruire l'unité apparente de ces groupes que le débat public institue comme partie prenante, je dirais, de cette question porteur d'enjeux et partie prenante de cette question des algues vertes. Parce que les mêmes divisions existent chez les élus, chez les agriculteurs, etc., etc. Et chez les chercheurs. Mais même les entrepreneurs de cause qu'on a un petit peu suivis là sont surpris de la trajectoire que prennent les événements et de la portée des symboles qu'ils ont commencé à mobiliser. L'agrégation de l'inquiétude et puis de la critique, elle va produire des effets inattendus après la mise en évidence du danger sanitaire. Et derrière ce déplacement se trouve en effet embarquée une longue histoire de transformation sociale et environnementale conjointe qui ont fait progressivement entrer les algues vertes en culture et qui sont à l'origine de représentations collectives assez singulières que je vais essayer de vous présenter rapidement maintenant. Alors là, c'est une représentation qui associe algues et cochons. Et peut-être serez-vous d'accord avec moi pour dire que cette association entre algues et porc, elle est très communément faite sous différentes formes. Et avant d'entrer dans la présentation de ce dernier résultat, je veux juste rappeler que je suis toujours dans mon approche compréhensive. Donc mon idée à moi, ce n'est pas de dire si et jusqu'à quel point il y a un lien entre l'élevage de porc et les algues vertes, mais plutôt de comprendre pourquoi cette relation symbolique entre les algues et les porcs, elle est si forte. Alors c'est des représentations qui sont devenues un lieu commun, c'est-à-dire un point de passage obligé de la pensée auquel on échappe rarement, même quand on veut les récuser. On le retrouve par exemple chez Ewen, un petit garçon de 7 ans qui fait la grimace en arrivant sur une plage où quelques œufs sont échoués. Voilà ce qu'il dit. C'est nul, c'est du caca de cochon. Dans ce dessin humoristique, là, j'en ai pris un, il y en a une palanquée, c'est incroyable, qui fait des vulves en fait, un sous-produit direct des excréments et des pissas de porc. Et donc c'est un sous-produit en fait, les vulves dans ce dessin-là de l'élevage de porc. Et ou lorsque Gwenaëlle, là ici, qui est donc une chercheuse, considère que dire qu'il existe un lien entre algues vertes et élevage de porc n'est pas suffisant pour caractériser leur relation. Elle donne à cette relation un caractère exclusif. C'est pas que ça a un lien, c'est ça, maman. Elle dit ça à sa mère. Et quand on regarde cet appariement pourtant si fort, on voit qu'il y a une dynamique complexe derrière, parce que l'origine des nitrates qui alimentent les algues ne suffit pas à l'expliquer. Comme on le voit sur ce graphique, bon, il faudrait aller un peu plus finement, mais en gros, on est sur la Bretagne et sur les baies, c'est pas différent de ça. On a une pression azotée qui est principalement réalisée par l'élevage de bovins, ensuite par les apports d'engrais minéraux. Oh, il y a un problème de couleur. Ouais. Donc, élevage bovin, engrais minéraux, porc, volaille. Voilà. Donc vous voyez, les porcs ne sont pas a priori majoritaires, et donc quand je regarde, il y a quelques sous-bassins de la baie de Saint-Brieuc où c'est majoritaire, mais c'est très ponctuel. Et donc j'ai construit à ce sujet une série d'interprétations que je vous propose là. Ah ouais, il y a eu un problème de version, je suis désolée, du coup c'est pas très très joli. Une série d'interprétations qui montrent en fait la complexité de cette construction et la façon dont elle se consolide au cours du temps. Bon, bah d'abord, il y a une analogie de forme et de nuisance entre les algues vertes et les lisiers de porc, qui est
assez souvent évoquée dans les entretiens, ici, analogie de matière, analogie de nuisance. Deuxième chose importante, c'est un élément politique, c'est l'opposition historique des éleveurs de porc, très structurée, syndicalement et politiquement, aux régulations environnementales. Et cette image d'ennemi de l'environnement, cette construction d'un front, d'un champ de force qui oppose les associations environnementalistes aux éleveurs de porc, c'est quelque chose qui est devenu très structurant dans la vie politique bretonne, que ce soit très localement ou même à l'échelle régionale. Et de fait, ça s'est traduit par des activités très pratiques, puisque des groupements d'éleveurs et certaines coopératives financent directement des travaux visant à nuancer, voire à nier l'impact des activités agricoles sur l'environnement. Ils apparaissent du coup, les éleveurs de porc, de plus en plus comme étant dans une situation de déni. Plus le temps passe, plus ça se construit, c'est évoqué un peu dans ces termes. Le troisième élément, c'est le modèle économique de la filière. Les dynamiques économiques qui prévalent dans la filière sont souvent décrites dans les entretiens avec les mêmes mots que ceux qui servent à décrire le comportement des animaux dans l'élevage industriel et celui des algues. La concentration, l'éradication des plus faibles, la prolifération. Donc on est dans quelque chose de pratiquement qui touche au cannibalisme et où il y a une espèce de convergence de critiques anticapitalistes, animalistes et environnementalistes pour dénoncer un espèce de mal qui touche à la fois les hommes, les animaux et l'environnement. Un autre élément important, c'est le caractère historiquement assez central que joue la région de Saint-Brieuc dans la structuration des oppositions au productivisme agricole. Et c'est un territoire sur lequel, effectivement, l'élevage porcin est assez majoritaire. On a aussi tout un travail qui est à faire, je pense. J'ai commencé, mais je n'ai pas tout fait. C'est la figure de la dégradation porcine, qui est donc un classique de la caricature politique. Et donc on a une dégradation relativement facile dans les processus de dénonciation et de critique de figures du business, des appétits, etc. et notamment de une figuration de l'agro-business que vous avez souvent vu en cochon. Donc une figure du porc qui est centrale dans les procédés de caricature. Et enfin, on a l'idée que la Bretagne est la porcherie de la France. Parce qu'elle accueille plus de la moitié du cheptel porcin. Et cette idée-là, elle est très souvent évoquée. L'idée que cette charge, elle n'est pas régulée et qu'elle ne peut pas être régulée est un motif d'inquiétude qu'on peut voir évoqué par des personnes porteuses de sensibilités différentes. Et avec toutes les émotions contradictoires et l'imaginaire que ça peut susciter. Cette idée d'être un territoire poubelle, en gros. Alors, je vais du coup terminer par cette interprétation-là. En fait, j'ai appelé ça de l'écologisation des représentations collectives, les algues et les porcs, ou la sauvagerie recomposée. On est sur un peu une nouvelle figure de la sauvagerie ultralibérale, d'une certaine façon, avec des algues vertes qui apparaissent comme un objet intermédiaire d'une nature particulière, qui ont la capacité à la fois à faire signe et à supporter des inscriptions symboliques assez puissantes. Elles restent dans une liminalité, donc la liminalité c'est un état interstitiel entre deux états stables, qui s'éternisent. On les qualifie toujours en tant que problème. On n'arrive pas à dire exactement de quoi il s'agit, ni à cerner complètement les implications d'une prise de parole ou d'une prise de position à ce sujet, entre le sensible, l'intelligible et ce qui peut être pris en charge. Donc on est face à ce qui se formule dans les entretiens comme un problème. Ce qui est intéressant, je trouve, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans l'analyse de mes données, c'est que je voyais émerger des instances d'évaluation transversale, qui étaient des notions a priori écologiques, mais que les personnes que j'interrogeais étendaient à des collectifs de référence qui a priori on n'aurait pas pensé trouver là. C'est la notion de capacité de charge. Est-ce que notre territoire peut supporter autant d'animaux, autant de journalistes, etc., etc. Et donc du coup une évaluation des êtres en fonction de leur rareté et de leur abondance relative. Et puis cette notion de lien au sol. Ce qui est hors sol est mal, ce qui est lié au sol est bon, sachant que qui est hors sol et qu'est-ce qui est hors sol, évidemment tout cela différencie les personnes interrogées.
Donc il y a un critère d'ancienneté, de continuité et de proximité. Cette question du lien au sol, elle est mobilisée à la fois, par exemple, par des responsables politiques de la FNSEA pour dénoncer les mobilisations de jeunes retraités qui sont venus se réinstaller dans des communes sur lesquelles on ne leur reconnaît pas de droit à l'expression. Mais ça peut être aussi utilisé pour dénoncer le type d'agriculture pratiquée par des militants associatifs. Et donc, c'est ce que j'ai appelé, moi, l'écologisation des catégories de jugement. Voilà. Alors, l'intérêt du cas étudié, je vais passer rapidement pour ne pas dépasser. C'est un point d'observation privilégié parce qu'on a un certain recul historique. C'est-à-dire qu'on a à la fois une temporalité spécifique des problèmes écologiques qu'on peut couvrir, là, sur ces 40 années, mais aussi une temporalité suffisante pour regarder comment ça a été pris en charge et quelles formes successives cette prise en charge a pris. On a un caractère très localisé du phénomène, mais en même temps, c'est rattaché à des problématiques beaucoup plus globales. Par exemple, l'eutrophisation côtière, par exemple, des régulations climatiques, etc. Et puis, évidemment, la perturbation à grande échelle des cycles de l'azote et du phosphore et les apports massifs de ces composants dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. En ce qui concerne les activités et les espaces concernés, puisqu'on est sur des littoraux qui sont très valorisés, très attractifs, et en même temps une agriculture qui est investie symboliquement très fortement de la charge de la continuité avec le passé. Et donc du coup, on est sur ces espaces à enjeux qu'on peut appeler des fronts écologiques et qui sont des laboratoires d'une certaine façon de la confrontation entre des rapports différents à l'environnement. Voilà. Je vais terminer comme ça. Du coup, on est au travers des algues vertes, ce qui est questionné, c'est un modèle de développement et les énoncés qui le supportent. Donc c'est question de la soutenabilité au sens littéral, comme on le voyait tout à l'heure avec la capacité de charge, et le procès d'une certaine façon de la modernité et de ce qu'elle a d'actuel et de contemporain. On observe aussi une radicalisation des conflits qui oblige les acteurs à expliciter leur lecture du monde et qui pose évidemment des enjeux de mémoire et d'identité considérables face à une histoire qui a été très peu pensée, racontée et réappropriée, à savoir celle de la transformation massive et rapide des systèmes agricoles. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.